Qu'est-ce qu'on peut dire de cette relation Macron-Scholz? Comment va-t-on qualifier ce tandem pour les années à venir? Je suis tout à fait d'accord avec Hans Stark de dire que c'est une relation qui continue, qui doit s'approfondir. Ce qu'on fait d'ailleurs aussi au niveau parlementaire, puisqu'on a mis en place une assemblée parlementaire franco-allemande pour apprendre un peu mieux à travailler, mettre nos divergences sur la table. Mais il est vrai aussi qu'on a certaines divergences, particulièrement par rapport à la défense, et que là, il y a un grand travail entre Olaf Scholz et, à mon avis, Emmanuel Macron à poursuivre. Vous pensez aussi que Emmanuel Macron est plus le meneur dans ce tandem que Olaf Scholz parce qu'il est plus expérimenté? Disons, Olaf Scholz, il est peut-être par moments un peu plus effacé, un peu parce qu'il aime aller plus lentement, là où notre président a déjà mis des choses sur la table en 2017, comme autonomie stratégique, souveraineté européenne, des mots qui étaient au début en Allemagne un peu discutés. On ne comprenait pas très bien ce qu'on voulait dire par là, mais qui prennent toute leur sens aujourd'hui à la lumière de la guerre en Ukraine. Et Angela Merkel avait une très forte personnalité. Mais justement, Angela Merkel a marqué son temps. Est-ce qu'ils vont réussir tous les deux à marquer leur temps? Mais de toute façon, j'ai envie de répondre avec un mot que disait toujours Jean-Claude Juncker. Les relations franco-allemandes suscitent souvent beaucoup de frustration, un peu aussi par rapport dans les autres États membres, mais cette frustration se change en douleur quand ça ne fonctionne pas. Donc on est obligé d'aller dans le même sens. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'Emmanuel Macron et Olaf Scholz pourraient aller voir ensemble Volodymyr Zelensky à Kiev? Je pense que ce sera une bonne idée. Enfin, en tout cas, c'est une demande de M. Zelensky, mais j'aimerais bien réagir à ce qui a été dit tout à l'heure. Mais s'ils le font, ça marquerait les esprits. Oui, je pense. En disant que peut-être la France et l'Allemagne étaient toujours beaucoup plus hésitants par rapport aux autres États membres de l'Union européenne. Moi, j'étais à la conférence de sécurité à Munich début février, et là, j'avais pas eu cette impression-là. C'était plutôt trois quarts des États membres qui ne croyaient pas à une attaque imminente de la Russie contre l'Ukraine. En réalité, à ce moment-là, il y avait M. Zelensky qui était présent, il y avait aussi les Américains qui, eux, disaient oui. Malheureusement, ça va arriver. Donc on était, je veux dire plutôt, je crois que l'Union européenne doit absolument changer logiciel, tous les États membres. On a créé cette Union européenne pour faire face à nos divergences internes. Aujourd'hui, on doit se positionner d'un point de vue géopolitique. Et avec ça, on a encore un peu de mal, mais je dirais la guerre en Ukraine nous pousse dans cette direction. Et si effectivement Olaf Scholz et Emmanuel Macron allaient ensemble voir Volodymyr Zelensky, vous pensez que ça serait une bonne chose? Ça créerait un peu cet axe Paris-Berlin-Kiev. Ça montrerait qu'ils ne sont plus en retrait du tout? Alors, est-ce qu'il faut créer un axe Paris-Berlin-Kiev? Je pense qu'il faut rester très unis au niveau de l'Union européenne et se positionner ensemble. En tout cas, par contre, ça sera un signal très fort. Il y a déjà eu des chefs d'État et de gouvernement des Pays-Baltes et de Pologne qui sont allés à Kiev. Donc, sur l'unité, Boris Johnson est allé. Oui, c'est vrai. Ça serait plutôt rejoindre les autres Européens. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, l'axe Paris-Berlin est par moments mal perçu, comme si on voulait imposer quelque chose aux autres États membres. Donc, il faut faire très attention avec cet axe-là, parce qu'il y a aussi nos amis italiens. Et enfin, il y a, je veux dire, il faut absolument maintenir le plus possible une unité et un positionnement face à l'Ukraine. L'idée, justement, c'était que les États-Unis se désengageaient de l'Europe, comme d'ailleurs, pour se focaliser sur cet ennemi chinois. Donc aujourd'hui, il y a effectivement, les États-Unis et l'Europe sont véritablement soudés, mais je dirais pour un moment, ce n'est pas juste conjoncturel. De toute façon, cette relation transatlantique, cette relation avec l'OTAN n'a jamais été mise en cause. Vraiment, il a simplement été dit... Il y avait un désengagement américain, déjà du temps de Trump. Oui, mais il a quand même très important. Oui, mais il y a quand même eu un appel aux Européens aussi de devenir un petit peu plus indépendants, de participer à cet effort de défense et de se rendre compte qu'aujourd'hui, on vit dans un monde avec des menaces hybrides, protéiformes, et il faut y faire face. D'autant plus que la défense, c'est quand même quelque chose qu'il faut penser à long terme. Évidemment, même si on met des investissements aujourd'hui sur la table, comme l'Allemagne qui dit 100 milliards d'euros, ça ne va pas se concrétiser du jour au lendemain. Mais il faut un projet européen autour de la défense. Et d'ailleurs, la France, elle l'a toujours défendu. Je veux dire, quand on est arrivé en 2017, on a voté une loi de programmation militaire de presque 300 milliards d'euros. Et on tient la trajectoire. Mais ça, c'est juste pour mettre aussi nos armées, je veux dire, les moderniser et les mettre à la hauteur des besoins. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Et les Allemands s'y opposaient.
Les Allemands s'est opposé, mais les Allemands ont fait beaucoup de pas en avant, parce que moi, je me rappelle, en 2017, avoir eu des discussions avec des Verts allemands, avec des collègues. Dès qu'on prenait le mot de défense, simplement, dans la bouche, je dirais, on sentait des frémissements. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu vraiment une avancée de ce côté-là. Il y a de la responsabilité, des responsabilités qui sont véritablement prises. Et c'est curieusement sur les SPD, les social-démocrates, qui eux ont beaucoup plus de mal, parce que quelque part, ça met toute la politique, la politique qui a été menée vers l'Est, un petit peu en cause, quoi, aujourd'hui. On a en Europe des capacités, quand on compte tout ensemble, effectivement, on se permet, je crois que vous allez peut-être me contredire, 186 systèmes d'armement, 13 modèles de chars, plusieurs modèles aussi d'avions de combat. On a même, je crois, que 2,5 millions de soldats sous les drapeaux. Les Américains ont 2,1 millions, mais sont 7 fois plus efficaces. Et nous, je crois qu'on peut aligner 60 000 hommes pour des interventions extérieures. Donc là, il y a une vraie... Mais face à la puissance nucléaire russe, c'est ce que disait Hans Stark, on a besoin de la puissance nucléaire des Américains. La puissance nucléaire française ne suffit pas. Par contre, nous aussi, je veux dire, nous les Français, on doit aussi se poser des questions. Je pense qu'aujourd'hui, qui est englobé par la dissuasion nucléaire, par notre dissuasion nucléaire, et de nous engager, peut-être. Est-ce que ça veut dire que l'Europe de demain, c'est une Europe qui va se réarmer ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas d'abord, et on a quand même là la boussole stratégique. Il était grand temps que pour une première fois que les Européens se mettent autour d'une table pour identifier les menaces ensemble et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en face au niveau capacitaire et peut-être aussi au niveau de structures futures de commandement pour créer cet embryon en réalité de défense européenne. Ça veut dire un budget plus important, un pourcentage du PIB plus important au sein de chaque État européen pour les armées. Sabine Thillaye, vous êtes d'accord? Donc ça ferait une Europe, une espèce d'Union européenne, confédération, dont la frontière serait la Russie. Moi, je trouve l'idée intéressante quand même à creuser, cette idée de confédération, parce que comme le disait Hans Stark, ça ne touche pas au noyau des 27, ça ne touche pas complètement à l'Union européenne, même si l'Europe serait différente, parce que nous devons aussi donner une réponse justement aux États de Balkans de l'Ouest. Et certains nous disent, moi je le vois quand je suis avec des collègues en réunion, qui me disent, mais bon, pour adhérer à l'Union européenne, il faut donc mourir d'abord, en fait. Je dis ça d'une manière un peu familière, mais c'est quand même une réalité. Mais nous, on est conscients de ce besoin géopolitique là où ça pose problème. Quand je vois dans ma circonscription, je suis parlementaire, donc souvent sur le terrain, il est extrêmement difficile de parler d'élargissement. Et il y en a même aujourd'hui des personnes qui souhaitent plutôt revenir vers l'Europe, vers la petite Europe. Donc il y a un grand besoin d'expliquer que le monde a changé et qu'on ne peut pas laisser des territoires d'Europe déviés. On doit aussi les protéger, on doit proposer quelque chose. Mais l'adhésion... On en a les moyens. Mais l'adhésion pure et simple, il n'y a pas de procédure d'accélérer, il y a quand même des règles à respecter, ça c'est très clair. Et donc l'Ukraine ne rentrera pas dans l'Union européenne demain. Oui, mais enfin, il y a une réflexion qui est quand même en cours, parce que je pense qu'on ne peut pas laisser l'Ukraine comme ça en état, ni les États de Balkans, parce que ce qui se passe quand même avec Poutine, il ne faut pas se leurrer. Il s'attaque à l'ordre européen aussi. Il s'attaque à nous, à notre manière de vivre. Nous sommes un ensemble de droits. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a toujours essayé d'éviter à ce que le pouvoir prenne le pas sur le droit. Or, ce qui fait Poutine, c'est le pouvoir contre le droit. Et ça, on ne peut pas laisser faire.